Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, bien sûr, mon complice pour nous accompagner, Alain Denisot. Bonjour. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ensemble, nous parlons de... Du logement et puis la rénovation énergétique. Un vrai défi. Gros enjeu, et qui vient vite, qui vient très vite. Et il y aura la question de l'internaute. Effectivement, à quoi sert le livret A ? Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Un accord de télétravail plébiscité chez Capgemini, le géant du numérique, dont l'histoire a débuté à Grenoble, où il compte d'ailleurs encore près d'1 millier de collaborateurs, vient de signer un accord donc, de télétravail qui permet aux collaborateurs de télétravailler jusqu'à 70% de leur temps de travail. Une autonomie basée sur la confiance, mais cette dernière exclut-elle le contrôle? Comment le management s'est-il adapté? Réponse dans un instant. Enfin, focus sur un métier particulier. Un exceptionnel maître glacier viendra nous raconter son travail. Mais ici, pas question de cornet ou de parfum vanille ou chocolat. Nous parlons de la glace des patinoires. Une entreprise d'Albertville en a fait sa spécialité. Session Pro revient des Jeux Olympiques de Pékin et mérite bien une médaille pour son savoir-faire. Découverte d'un étonnant métier donc avec Rémi Boller. En 2021, le marché immobilier a enchaîné les records de nombre de transactions, avec 1 200 000 ventes de logements anciens, des taux d'intérêt toujours historiquement très bas et des prix qui continuent d'augmenter, plus 7% en moyenne sur l'année. Ce marché en progression est également en pleine mutation. Alain, vous allez nous décrypter quelques-uns des mécanismes de ce marché immobilier. Voici Christophe. Effectivement, 2021, c'est 1 200 000 transactions. 1 million en 2019, 1 million en 2020. Il y a un indicateur qui montre un peu l'intensité du marché, c'est le taux de rotation. Combien de pourcentage de logements vendus sur le stock? On est à 3,3% contre une moyenne à 2,6, 2,7 ces 30 dernières années. Et en fait, on a deux effets conjugués. D'une part, l'effet Covid, rattrapage, mais aussi l'effet attente d'autres choses de nos concitoyens, avec des mouvements plutôt vers les maisons. Les maisons ont augmenté de 8% en termes de prix entre 2020 et 2021, plus que les appartements, 5%. Des mouvements territoriaux, la côte ouest, toutes les côtes ouest du territoire, les villes de l'ouest également, les villes de taille moyenne de l'ouest, et puis aussi des mouvements dans la volonté d'acquérir, puisqu'aujourd'hui, parmi les actifs, 40% des actifs souhaitent avoir leur résidence principale et des résidences secondaires. Donc tout ceci fait à la fois des mouvements d'envie, d'intérêt, mais aussi des pressions sur les prix, puisque les prix ont effectivement beaucoup augmenté. On a eu un petit effet confinement quand même là. On a un effet confinement, on a un effet volonté de changement de vie, on a peut-être aussi un effet télétravail ou travail hybride, avec la capacité à multiplier les formes de présence. Début 2021, on sent que la machine est en train un peu de ralentir. Alors peut-être un peu de contexte général, le rattrapage de 2021, et puis globalement les prix deviennent très élevés par rapport à la capacité d'emprunt des ménages. Il y avait une réglementation qui a touché les banques, qui a été posée par le Haut Conseil de la stabilité financière, qui oblige les banques à respecter des ratios d'endettement, des durées d'emprunt, qui contraignent un peu malgré tout les ménages les plus fragiles et les primo-accédants. Voilà, un petit ralentissement de la tendance. Sur un marché qui reste très tendu. Qui reste évidemment tendu. Comment l'offre et la demande ont-elles évolué au cours de l'année du coup? De fait, la demande a beaucoup augmenté en 2021. On a un phénomène de rattrapage, mais on a aussi un phénomène sociologique. C'est-à-dire allongement de la durée de vie, séparation, décohabitation parentale, souvent seule ou en colocation, résidence secondaire, je l'ai dit, et puis les investissements locatifs soutenus par les mesures fiscales.
Et 2 tiers des Français pensent qu'un investissement locatif immobilier bien fait est plus intéressant qu'un placement financier. Donc on a cette tendance de fond qui tire le marché. La pierre reste un excellent investissement. Du côté de l'offre, il y a eu un rattrapage, parce que malgré tout, les projets se sont ralentis. Alors, pas forcément les projets de construction, mais beaucoup les projets d'autorisation. Les services administratifs ont été parfois un peu arrêtés, parfois un peu moins rapides. Donc, on a cette dynamique qui se remet en œuvre. Je vais vous citer deux chiffres. Les autorisations de mise en construction ont augmenté de 17,6% en 2021. Et les mises en chantier de logements ont augmenté de 11%. Donc on voit bien qu'on a cet effet de rattrapage. Et au global, aujourd'hui, on construit en France plus ou moins 400-450 000 logements. Et on sait tous que ce n'est pas assez. Donc ça crée cette tension permanente liée à ces effets sociologiques et démographiques. Si on regarde le prix, l'évolution de prix, schématiquement, les grandes métropoles voient leur prix continuer à augmenter, à des niveaux très élevés, mais ça augmente, relativement moins. Et ce qui augmente beaucoup, ce sont les métropoles de taille moyenne et puis les zones littorales. Autre élément clé dans l'évolution du marché du logement, la transition énergétique. Comment est-ce que les particuliers ont réagi à ces enjeux ? Alors, la transition énergétique, c'est un gros sujet pour les particuliers parce qu'en fait, elle va s'imposer à nous tous. Et dans des échéances, et je vous donnerai quelques dates clés qui sont très rapprochées et qui commencent dès à présent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les bâtiments représentent 40% de la consommation d'énergie et 20% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc vous savez qu'aujourd'hui, les résidences privées des particuliers font l'objet d'une notation, d'un diagnostic, le DPE, diagnostic énergétique. Et la loi climat-résilience de 2021, donc très récemment, a fixé des échéances en fonction des notations. Et je vais vous donner quelques échéances, on va se rendre compte que c'est extrêmement près. Je vais prendre quelques exemples qu'on peut trouver sur les sites rénovation énergétique. Les notations vont de G à A, c'est la meilleure note, G, c'est la moins bonne note. Pour des logements notés en F ou G, gèle les loyers dès 2022. Pour les logements notés G, à partir de 2025, quelle que soit la consommation énergétique, s'ils consomment beaucoup, ça sera encore plus tôt, ça sera en 2023. Mais quelle que soit la consommation énergétique, interdiction de location. On ne peut plus louer un appartement classé G. F, c'est 2028. Et E, 2034, on a encore un peu de temps. Et sur les locations, sur les ventes, là je vous parlais des locations, l'audit énergétique devient obligatoire quasiment pour tous les logements à partir de 2022. Donc on est vraiment dans un temps très court, très rapproché, accompagné par des mesures d'État, mais qui doivent faire prendre conscience à nos concitoyens que voilà, on a ce sujet à la fois d'habitat, mais d'énergie, d'écologie et de préservation de son patrimoine. Alors, est-ce que ça a été compris ? Est-ce qu'il y a du coup des intentions de travaux ? Est-ce qu'on le sent déjà ? Globalement, oui. Soutenu par des campagnes commerciales de fenêtres à 1 euro, etc. Pas toujours, etc. Tout ce qu'on peut penser. Globalement, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, 80% des propriétaires envisagent des travaux à moins de 5 ans. Pour la rénovation énergétique, pour la consommation diminuée liée à la rénovation énergétique, mais aussi pour le confort, tout simplement. Donc le mouvement est en train de se faire, appuyé bien sûr par des convictions, on va dire, de préservation de notre planète. Globalement, ça reste malgré tout assez complexe. Il y a des mesures qui se superposent, parfois qui s'enchevêtrent. Donc je vais vous donner quelques pistes sur les démarches à faire pour être certain qu'en tant que particulier, on va chercher l'optimum de capacité pour faire ces travaux. Première chose à faire, c'est de faire un DPE. Un diagnostic de performance énergétique pour savoir comment est situé son bien entre A et G. Plus de 50% des biens sont EFG. Donc la moitié des biens sont peu vertueux, on va dire. Voilà, peu vertueux, on va dire. Consommation élevée et moyenne, mais élevée. Donc travaux rapidement indispensables. Travaux nécessaires dans les 3, 4, 5 ans. Ensuite, il faut travailler à la fois sur le budget, sur les primes, sur les financements accompagnés, mais aussi sur le réseau d'artisans qui permettra de faire ces travaux, parce qu'il fallait au bout. Alors, l'État a mis en place un dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov', qui permet à tous les ménages d'accéder à des mesures d'accompagnement sous la forme de subventions, travaux de chauffage, de ventilation, d'isolation, d'audit énergétique pour une maison individuelle, un habitat individuel ou collectif. Ensuite, on a prêt au zéro,
l'éco-prêt taux zéro, donc qui sont des financements, comme son nom l'indique, à taux zéro, qui permettent en fait aux particuliers de financer des travaux sur une durée en général de 5 ans pour améliorer le diagnostic énergétique de leur habitat. Et puis il y a différentes aides, autres aides par ailleurs, TVA réduite, des primes CE, Communauté européenne, et des aides locales, des aides territoriales par les collectivités qui peuvent être mises en place. Donc il y a tout un dispositif, et autour de ce dispositif, il y a 2 types d'organismes qui travaillent. D'une part, le réseau France Rénov', dont une des émanations est présente en Isère, qui est la GDN 38. Je ne peux que vous recommander d'aller vous rapprocher de la GDN 38. Et puis un réseau d'artisans agréés qui travaillent en partenariat avec ces réseaux. Voilà. Donc on a un système qui se met en place, une certaine priorité à mettre en œuvre, et un vrai sujet à la fois de préservation de notre planète et aussi de préservation de son patrimoine, puisque le patrimoine immobilier reste le premier patrimoine des Français. Et une vraie réflexion à avoir du coup sur la façon dont on peut financer, avec lesquelles on peut financer ces améliorations, les performances énergétiques de l'habitat, un véritable levier d'activité et de croissance économique. Aussi, on aurait pu en parler avec, vous l'avez dit, presque 5 millions de logements en France à rénover, 80%, nous disiez-vous, des propriétaires qui envisagent des travaux à un horizon de 5 ans. C'est évidemment autant d'opportunités à saisir pour le secteur du bâtiment. Mais dans un contexte un peu de pénurie, donc voilà, je crois qu'il faut s'y engager dès à présent si on veut être au rendez-vous des échéances réglementaires. À planifier. La récente crise sanitaire a bouleversé un grand nombre de nos habitudes et les entreprises ont encore fait preuve d'exceptionnelle qualité d'adaptation. Le télétravail qui pointait à l'horizon est devenu le quotidien de nombreux salariés quasiment du jour au lendemain et il pourrait bien demeurer une organisation pérenne. Mais à quelles conditions? Le télétravail ne s'improvise pas. Exemple chez Capgemini à Grenoble où les collaborateurs peuvent télétravailler jusqu'à 70% de leur temps de travail. Jean-François Valente, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des sites grenoblois de Capgemini et vous venez de signer un nouvel accord de télétravail. Je dis nouvel accord parce qu'un précédent existait déjà en 2011. Tout à fait. C'est pas la crise qui vous a poussé à lancer l'opération. Non. Alors clairement, c'est pas la crise qui nous a permis de lancer cette initiative, on va dire, de télétravail, mais néanmoins, la crise a eu pour effet d'accélérer ce modèle qui est effectivement aujourd'hui chez nous basé essentiellement sur la confiance et le besoin d'autonomie de nos collaborateurs. Alors on va revenir largement sur ce nouvel accord, mais avant ça, présentation rapide de Capgemini pour ceux qui ne connaîtraient pas. À Grenoble, c'est quand même historique, fondé en 1967 par Serge Kampf, évidemment, qui reste la figure emblématique de ce groupe, devenu un groupe mondial, leader mondial de la transformation numérique. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders mondial, aujourd'hui, dans le monde du service numérique. Aujourd'hui, on est 320 000 collaborateurs dans le monde, 37 000 en France. Donc c'est un groupe qui effectivement a commencé son histoire, son aventure avec Monsieur Kampf à Grenoble. Et aujourd'hui, plus de 50 ans après, effectivement, une très très belle aventure, mais qui a su préserver ses racines à Grenoble. Oui, qui a toujours tenu à son implantation locale. 320 000 collaborateurs dans le monde, permettez-moi d'insister sur ce chiffre, 50 pays dans le monde, et encore 1 millier de collaborateurs ici à Grenoble. Oui. Avec un chiffre d'affaires évidemment à la mesure de ces chiffres, 16 milliards d'euros. Donc un géant parmi les géants qui intervient partout où il y a de l'informatique, dans tous les secteurs. Partout où il y a du digital, et puis aujourd'hui, de toute façon, le digital est présent de partout. Tout est connecté, tous les objets sont connectés. Donc aujourd'hui, n'importe quel objet du quotidien est connecté. Et cette transformation qui avait, dans certaines entreprises, prenait du temps. Je pense que la pandémie a eu aussi un effet accélérateur. Et donc, ces besoins de transformation digitale ont révolutionné ces 2 années, puisque Capgemini est présent pour accompagner que ce soit des groupes du CAC 40, mais aussi des acteurs type start-up. C'est pour ça que le groupe est présent dans toutes les villes en France, dans les plus grandes villes en tout cas, et a voulu préserver cette présence pour accompagner aussi les PME, les ETI dans son développement, dans la transformation digitale.
dans tous les secteurs, hein, l'aéronautique, la Complètement. logistique, la distribution, le médical, enfin, on Oui, tout à pourrait fait. passer en revue Tous les l'ensemble des secteurs secteurs d'activité. Hein. Tous les secteurs de marché aujourd'hui sont adressés par le groupe. Et à tous les niveaux, hein, de la Complètement. révolution numérique, hein, de l'application métier jusqu'à la gestion des données. Hein. Tout à fait. On est du bout en bout, hein, de bout en bout aujourd'hui. Hein. La donnée, vous en parlez effectivement, est très importante puisque aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, la donnée, c'est ce qui fait sa valeur. Donc, et on peut voir qu'aujourd'hui, que ce soit la donnée médicale ou que ce soit la donnée dans une voiture connectée ou que ce soit dans les banques ou que ce soit un peu de partout, la donnée, c'est le cœur du système et c'est ce qui amène le plus de valeur et qui nécessite aussi de bien prendre en compte cette transformation digitale puisque de toute façon, aujourd'hui, le numérique, il faut savoir l'exploiter, cette donnée, pour en créer de la valeur et en faire des nouveaux usages. Aujourd'hui, ce n'est pas juste de la donnée qui est stockée et qui est utilisée simplement dans l'entreprise, c'est une donnée qui va permettre de gagner des nouveaux marchés, des nouveaux clients et de la valoriser. Bon, quel précurseur, ce Serge Kampf, en 1967, hein, quand il a créé ce groupe. On peut s'empêcher d'avoir une pensée pour lui. Cet accord de télétravail, du coup, on voit le nombre de salariés, hein, donc 1 millier, je le disais, à Grenoble, un nouvel accord qui a débuté en décembre dernier, qui se substitue à celui qui était en place en 2011. Les salariés peuvent télétravailler de 20% jusqu'à 70% de leur temps de travail. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, cet accord, il est effectivement basé sur une vraie confiance avec nos collaborateurs. Hein. L'objectif, c'est effectivement que le collaborateur qui le souhaite, il n'y a aucune obligation. Il peut aussi s'inscrire dans ce mode télétravail et puis y renoncer quelques temps après pour revenir à un modèle on va dire de présence classique. Et ce qu'on a voulu, c'est aussi de répondre à ce besoin d'autonomie, de flexibilité de nos collaborateurs. Et pour aller plus loin, ce n'est pas 20 à 70% par semaine, c'est aussi la possibilité pour un collaborateur de venir 4 jours dans une semaine durant un mois, c'est-à-dire que le reste du temps est en télétravail. C'est aussi une façon de répondre à ces attentes et puis aussi à ce que l'on a pu observer en 2011, mais qui s'est accéléré, c'est aussi cette possibilité de certaines tâches ou certaines activités dans nos métiers sont tout à fait compatibles avec le télétravail et permettent de répondre à des vrais enjeux de nos collaborateurs et à un vrai enjeu en termes de transformation d'usage. Aujourd'hui, nos clients se sont adaptés, on peut travailler avec eux à distance complètement, quoi. Alors, on va décortiquer tout ça, mais l'autonomie, je pense que c'est important. Hein. Les salariés sont libres d'opter ou non pour du télétravail, d'y mettre fin quand ils le souhaitent. La seule obligation, j'ai envie de dire, c'est au moins 4 jours de présence par mois sur site, dans l'entreprise. Alors, ça, c'est une option. Ça peut être 4 jours, ça peut être 1 jour par semaine, ça peut être 2 jours. Enfin, c'est pas forcément 4 jours de suite. Voilà. Tout à fait, voilà, exactement. Ce qui est important dans cette présence, on va dire, à la limite, peu importe le pourcentage, je dirais que ce qu'on a souhaité, c'est de garder aussi cette identité et ce besoin aussi de garder, de collaborer, de créer le collectif. Il est important aussi qu'on est dans une entreprise d'humains et c'est important de se voir et de partager certaines choses ensemble et d'avoir un esprit, on va dire, d'entrepreneur et d'aller ensemble dans un objectif commun. Donc pour nous, le télétravail à 100%, ça ne fait pas partie de notre ADN et je pense qu'il est aussi nécessaire de se voir et de travailler ensemble, de créer des projets communs. Et cette identité, elle est aussi très importante et elle a été aussi voulue à la création du groupe. C'est la valeur en termes d'identité. Oui, c'est important pour favoriser la collaboration, le lien entre les collaborateurs, le partage d'idées aussi, qui est toujours plus facile autour de la machine à café ou quand on se voit sur le site. Et je dirais, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est aussi une façon de transformer notre façon et nos lieux de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en créant des espaces de co-création, des espaces beaucoup plus collaboratifs et moins des espaces informels avec des bureaux, des places assises où finalement ce type d'activité peut être tout à fait exécuté chez soi, en télétravail. Ça, c'est aussi important. Il faut que nos collaborateurs, lorsqu'ils viennent sur le site Capgemini, ils vivent une autre expérience et qu'ils ne se disent pas « je vais faire la même chose » que chez moi, en fait. Quand je vais venir sur le site, je vais vivre une expérience, je vais apprécier ce que je vis parce que je partage avec d'autres collaborateurs, je me crée du lien avec les autres et j'ai donc envie de venir
régulièrement pour voir mes collègues créer, à réinventer le monde de demain aussi ensemble. On ne peut pas l'inventer tout seul dans son coin. Donc je pense que c'est important aussi d'échanger avec les autres. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites là. Hein. Quand on vient dans l'entreprise, finalement, ce n'est pas pour faire la même chose que ce qu'on ferait chez soi. Mais ça veut dire qu'en termes de management, du coup, le management intermédiaire doit s'adapter et doit créer, doit organiser ses temps en entreprise. Tout à fait. Il y a aussi, il faut que ça soit comme des rituels, il faut que ce soit des choses importantes, il faut que ce soit coordonné pour qu'on puisse... Enfin, c'est un esprit commun en fait. Hein. C'est ensemble qu'on doit le créer. C'est pas simplement dans son coin on décide de venir et autres. On peut, pour certains collaborateurs, le permettre ou autre. Il n'y a pas de souci en fait par rapport à ça. Il y a une certaine liberté qui va s'instaurer. Mais ce qui est important, c'est de créer des moments ensemble. Et donc effectivement, comme vous le dites, le management entre guillemets de proximité va accompagner cette transformation en créant des moments forts ensemble avec des modèles un peu différents, c'est-à-dire que je n'aurai pas 100% de mon équipe. Et voilà. J'aurai des modèles parfois hybrides, j'aurai une partie de mon équipe à distance, j'aurai une partie de mon équipe chacun chez soi, et puis une autre partie sur site. Donc il y a aussi une évolution de la technologie qui doit s'accompagner pour permettre ce type de modèle hybride. Et c'est hyper important parce que c'est un vrai enjeu, mais qui est aussi un besoin aujourd'hui de ces nouveaux usages. C'est une nouvelle façon de travailler. Ça vous a obligé à mettre en place des formations spéciales pour les managers, du coup? Alors, des formations de sensibilisation, oui. On ne manage pas des collaborateurs quand les gens sont à distance. Bien sûr, c'est pas pareil. On ne partage pas de la même façon. Donc, il y avait cet esprit de confiance qui existait. Hein, c'est déjà ce qu'on avait abordé en 2011. Mais là, on est allé beaucoup plus loin. Donc, cette côté confiance créée ensemble, ça s'accentue, ça s'est accéléré. Et oui, il y a eu quelques formations pour accompagner. Il y en a toujours de sensibilisation et c'est très important de continuer à accompagner ce mouvement. Alors, on a parlé de l'autonomie, de la flexibilité, chacun choisissant finalement. On n'a pas parlé de l'équité. Et vous avez souhaité ouvrir le télétravail à tous les collaborateurs. Complètement, tout le monde. Alors, quand on dit à tous les collaborateurs, c'est les collaborateurs en CDI, des collaborateurs en CDD, des alternants, des stagiaires. Donc, il n'y a pas de différence. Le télétravail, il n'est pas simplement spécifique à une certaine population ou à un certain niveau de population. Il est pour tout le monde le même. Donc, il n'y a pas de différence par rapport à ça. Ouais, ça, c'est important. Alors, évidemment, ça a nécessité, on le disait, les formations des managers, l'équipement, parce qu'il a fallu équiper tout le monde. Bien sûr. Alors, oui, on était déjà plus ou moins équipés avec dans le monde numérique, tout ce qui est portable et autres, tout à fait. Mais néanmoins, il a fallu équiper pour nos collaborateurs qui étaient en télétravail. Le groupe a fait aussi beaucoup d'efforts en fournissant les moyens de faire des tests de diagnostic, on va dire des tests électriques, bien sûr. De vérifier qu'on était en conformité. On a mis en place des équipements pour les collaborateurs, des écrans qu'on a fait livrer à l'ensemble de nos collaborateurs. Pour ceux qui étaient en télétravail, on leur a fait aussi livrer des casques, on leur a fait aussi livrer un fauteuil. Donc il y a plein de petites choses qu'on a faites comme ça qui sont pour nous nous semblent essentielles pour garantir un bien-être aussi de nos collaborateurs. C'est important que nos collaborateurs se sentent bien chez eux, qu'ils ne le vivent pas comme une contrainte. De toute façon, le bâtiment ou nos sites sont ouverts pour ceux qui ne le souhaitent pas le faire. Mais néanmoins, chez eux, l'objectif, c'était de leur donner les moyens de bien travailler. Alors le bien-être, c'est important, à tel point qu'il y a eu des règles évidemment mises en place, notamment des règles de déconnexion. Il y a même eu l'accès, alors j'ai lu ça, accès à une plateforme de cours de sport santé en ligne. Oui, alors ça a été c'est mis à disposition aux collaborateurs. Hein. L'objectif, ça reste du sport virtuel, mais c'est aussi pour inciter les collaborateurs à faire des mouvements, à bouger. Ne pas rester devant leur PC en permanence. C'est aussi important d'avoir des activités sportives ou des mouvements respiratoires et autres pour se détendre et faire... couper, en fait, clairement. C'est qu'il ne faut pas que le télétravail soit un moment où on commence le matin et on s'arrête le soir. L'objectif, c'est de donner des moments d'air, puisque comme on pouvait le faire dans un site où on allait, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, on allait prendre un café ensemble, on échangeait, là, il faut accepter de se déconnecter, prendre son café, pas prendre son café et se mettre devant son PC. Voilà, donc c'était aussi ça la volonté, c'est de donner les moyens aux personnes de permettre cette déconnexion, mais en même temps de l'exploiter, ce moment, pour se détendre et faire quelques mouvements sportifs, entre guillemets.
Bon, on voit bien évidemment l'objectif du meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a aussi quand même une notion de préservation de l'environnement. Capgemini s'est fixé un cap de décarbonation. Oui, tout à fait. On a un objectif de 0 en 2030. En 2025, on a une partie déjà d'engagements qui sont pris de façon très forte. Alors, ce n'est pas lié au télétravail. Rien à voir, puisque c'était pas forcément une volonté c'est pas lié au télétravail qu'on a pris cette décision, c'est le groupe face à ces enjeux environnementaux qui a pris une vraie décision de transformation. Donc, c'est global. Voilà, c'est global. On va pas non plus dire que le télétravail n'y contribue pas, puisqu'il y contribue. Mais c'est aussi une volonté forte d'équiper les flottes en véhicules électriques. C'est aussi une volonté d'avoir des bâtiments bas carbone, des loyers bas carbone, enfin des espaces de travail qui ont un enjeu environnemental. C'est aussi effectivement une nouvelle politique de façon de travailler sur on se déplace différemment. On n'est plus dans un modèle où on se déplace à tout va. Donc, il y a aussi ça. Donc, oui, ça y contribue. Mais l'objectif, il est fort. C'est vraiment une volonté du groupe d'avoir un vrai impact sur l'environnement et d'accompagner aussi les entreprises dans la mesure de leur bilan, de voir les choses autrement. On a aussi signé des partenariats avec des écoles sur du numérique responsable. Des écoles de la région, l'INP, avec une école, l'ENSIMAG. Notre objectif, il est vraiment là, c'est vraiment d'être un acteur majeur de cette transformation. Bon, comme on parle un peu de ressources humaines, on peut préciser que cet accord de télétravail, il a été validé à l'unanimité, que la collaboration et la co-construction a permis d'avoir une unanimité sur ce sujet, ce qui évidemment est très important. Et puis, c'est important aussi de proposer ce télétravail, parce que ça favorise le recrutement. Ça vous permet aussi d'attirer de nouveaux collaborateurs. Complètement, bien sûr. Ce nouveau modèle permet aussi d'accéder à des talents qui peuvent se trouver un peu de partout, plus éloignés, finalement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a eu énormément de recrutement en 2021 et on compte les poursuivre en 2022. 7500 en France, 250 rien que sur le site de Grenoble. Complètement, et on souhaite aller encore plus loin en 2022, puisque le groupe a pour ambition en 2022 de signer 9000 CDI, d'accord, avec une vraie ambition d'aller aussi, parce qu'on parlait de 7500, dans les 7500, il y a aussi en plus 1150 alternants. Donc il y a vraiment cette envie d'aller plus loin et il y a aussi cette volonté d'accompagner une vraie croissance et une vraie façon de travailler. Le numérique aujourd'hui, il faut juste savoir, j'avais quelques chiffres. En France, on commence à avoir des éléments. En 2027, il y aura près de 232 000 postes ouverts dans le monde du numérique. Donc c'est vraiment, rien qu'en France. Donc ça veut dire que c'est vraiment un marché qui est très porteur, puisque c'est une vraie transformation. Ouais. D'où l'intérêt des partenariats que vous avez avec toutes les écoles d'ingénieurs. On a cité Grenoble, mais il y en a évidemment beaucoup. On pense à Lyon, à l'ENSIMAG. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors bon, on peut quand même dire que entrer chez Capgemini, c'est bien. Y progresser, c'est bien aussi. Vous en êtes un parfait exemple. Vous êtes rentré il y a 20 ans chez Capgemini. Oui, plus de 20 ans, il y a 24 ans, en tant que développeur, jeune ingénieur. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir la confiance aussi à l'époque du management, que j'occupe aujourd'hui, et qui m'a permis de découvrir différents métiers dans le monde du numérique, même aller découvrir un métier que je ne maîtrisais pas, qui est la direction commerciale, de faire du commerce et autres. Donc toutes les étapes. C'est une superbe école et effectivement, moi j'en parle toujours avec passion. Et quand j'en parle à mes collaborateurs, ils me disent « mais tu es un passionné de cette boîte ». Et oui, c'est vrai, je suis un passionné. J'ai eu la chance de rencontrer M. Kampf et c'est vrai que cette passion, on la lit dans ses yeux. Et moi, je trouve que j'ai été imprégné de cette passion. Et voilà, j'essaye de la véhiculer le mieux que je peux. Ouais. 98, un développeur, aujourd'hui directeur de tout le Sud-Est chez Capgemini. De la partie Est de Capgemini, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Jean-François Valente d'être venu nous parler de cet accord de télétravail et avis donc aux personnes intéressées qui peuvent vous rejoindre et qui peuvent candidater. Merci.
Fondée en juillet 2020 à Grenoble, la société Verkor prévoit un investissement colossal de près de 2 milliards d'euros. L'enjeu est tout aussi énorme puisqu'il s'agit à terme de réussir à produire les batteries électriques de millions de voitures pour tout le sud de l'Europe. Le siège social et le centre R&D restera à Grenoble. La Gigafactory, l'usine géante, sera elle construite à Dunkerque. Reportage. L'annonce retentit encore jusqu'au bord du Drac. Par la voix du président de la République, on apprend qu'une Gigafactory, une usine gigantesque, sera installée à Dunkerque et livrera dès 2025 des cellules de batterie pour véhicules électriques hautement performantes et bas carbone. Berceau de cette petite révolution industrielle à la française, Grenoble et cette toute jeune entreprise Verkor qui vient de casser sa coquille de start-up pour faire un pas de géant des mobilités électriques. C'est une étape, c'est vrai que c'est une grande satisfaction de voir que le projet intéresse, attire, qu'il suscite beaucoup d'intérêt positif, donc ça c'est vraiment très très bien. Maintenant ça nous oblige aussi et donc c'est aussi un grand engagement de toute l'équipe et puis de tous les gens qui vont nous rejoindre parce qu'on va fortement accroître les effectifs dans les prochaines semaines et prochains mois. Dire qu'ils étaient 6 en 2020, venus d'horizons différents mais convergeant vers un même objectif, produire des batteries à grande échelle à condition de relocaliser, décarboner et réhumaniser. Un projet ambitieux, unique, qui a vite suscité l'intérêt du gouvernement, des collectivités et de poids lourds comme Schneider depuis le départ, mais aussi Renault ou Arkema, avec moins d'1 an après la création de Verkor, une levée de fonds de plus de 100 millions d'euros. Il y avait vraiment quelque part des barrières mentales qui sont en train de tomber et on le voit avec le Covid aussi une accélération du besoin de localiser cette industrie par rapport aux enjeux de souveraineté industrielle. On l'a vu dans les semi-conducteurs, on l'a vu dans la santé, la pharma et dans les batteries, il y a un peu la même dynamique. Si elles seront donc fabriquées à Dunkerque, les toutes premières seront produites à Grenoble et la conception restera grenobloise. L'entreprise va créer ici un centre d'innovation dédié à la R&D et à la formation d'excellence. Un atout, une fierté que Verkor, foncièrement attaché à son territoire, revendique jusqu'à son nom. Au départ, c'est le vert aussi, le côté green, qui est très important pour nous. Et puis le core, qui est en anglais le cœur finalement du véhicule électrique, qui est la batterie. Donc il y a vraiment une association du côté green et côté industriel. Et évidemment, il y a ce côté Verkor de la région, qui est un espace naturel et donc environnemental aussi. Grenoble est un terreau fertile, incroyable dans le domaine de l'innovation technologique. C'est sûr, on le voit avec les écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas d'autre endroit en France où il y a autant d'ingénieurs électrochimistes qui sont formés, autant de thésards, autant de labos. Grenoble va devenir, à travers ce qu'on est en train de faire localement, un des pôles français et européens de la batterie, à n'en pas douter. Et on est tenté de qualifier l'aventure de success story, mais les cofondateurs modestes sont plus occupés à développer leur modèle, qui puise son inspiration dans l'esprit d'équipe, la transparence, l'échange de compétences entre les générations. Avis aux audacieux qui contribueront eux aussi à changer le monde des mobilités. Formidable aventure que celle de Verkor, à laquelle Capgemini, dont on parlait, a participé et participe évidemment. En 2025, cette usine géante sera en capacité de produire 300 000 batteries bas carbone. Près de 2500 salariés devraient y être embauchés. Le défi technologique est de produire des batteries en mesure de permettre des recharges très rapides, évidemment, c'est l'enjeu, et aussi d'assurer une empreinte carbone vertueuse, en particulier pour la recyclabilité de ces batteries. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser votre question à notre expert, Alain Denisot, à qui vous pouvez écrire à alpedécideurs@telegrenoble.net. Alain, aujourd'hui, Amandine veut savoir à quoi sert le livret A qu'on connaît tous. Une question d'actualité, puisque le taux du livret A est passé de 0,50 à 1% début février. Le livret A, c'est un livret accessible à tous, défiscalisé, donc pas d'impôt, pas de prélèvement obligatoire. Plafond 23 000 euros, 22 950 euros, qui a été créé il y a très longtemps par les caisses d'épargne en 1818, avec un objectif sociétal, c'était de préserver l'épargne des plus démunis. Banalisé en 2008, donc distribué par toutes les banques depuis 15 ans environ, et dont une grande partie des fonds est centralisée à la Caisse des dépôts et consignations. Les établissements bancaires gardent une partie pour financer les projets régionaux le plus souvent, et une grande partie, la majeure partie est centralisée à la Caisse des dépôts. L'usage initial du livret A, c'était le financement du logement social.
accompagner la croissance industrielle, la croissance de la population, l'urbanisation, des années 30 à 80-90, la rénovation énergétique de ces mêmes logements sociaux, bien évidemment. Et depuis, le livret A élargit, enfin la Caisse des dépôts dans ses usages, élargit la destination des fonds du livret A sur des projets d'innovation. Donc financement de l'innovation, financement du développement. Et le dernière allocation en date, c'est une grande partie, 26 milliards, sur les 100 milliards du plan de relance qui est décidé par le gouvernement, par les pouvoirs publics. Donc voilà, donc c'est une épargne disponible à tout moment pour les particuliers et qui finalement, paradoxalement, mais c'est l'effet de masse, permet d'investir à très long terme, puisque par exemple le logement social est financé à 40 ou 50 ans. Et c'est un produit assez unique dans le monde qui permet de marier cette disponibilité immédiate avec cette capacité d'investissement à long terme. Et c'est le placement préféré des Français, 345 milliards d'encours. Énorme, mais du coup qui sert à financer l'économie, on l'a vu. Merci Alain. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Il y a des entreprises dont le plus gros capital est le savoir-faire de leurs dirigeants. On peut citer les chefs étoilés, les artisans d'art et le maître glacier que nous recevons aujourd'hui. Il fabrique de la glace pour les patinoires. Pas une seule compétition internationale se déroule sans faire appel à lui. Juste de retour des JO de Pékin, Rémi Boller nous rend une visite. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. De retour donc de Pékin. Vous avez créé deux entreprises, Albertville, Session Pro et Aqua Ice. Session Pro pour accompagner les entreprises et les collectivités locales dans la création d'équipements sportifs, et Aqua Ice pour l'animation et l'exploitation d'équipements publics. On en reparlera, comme des piscines ou des patinoires. Et pour comprendre, c'est important de revenir sur ce savoir-faire très particulier que vous avez réussi à développer autour de la fabrication des glaces, des patinoires. Vous allez apprendre plein de choses très intéressantes. Tout a débuté pour vous à Albertville, c'était pour les JO de 92 ? Exactement, et j'étais volontaire à cette époque-là. J'avais 16 ans, donc c'est vraiment une histoire qui fait prendre un peu d'âge, mais c'est bien, on passe du bon moment. J'ai beaucoup de chance de partager les aventures que je vis au fur et à mesure des Olympiades. C'est vraiment un métier de passionné et de passion que je vis. À l'époque bénévole pour surfacer la patinoire d'Albertville. Entre autres, alors il n'y avait pas que ça, parce que quand on a 16 ans, je jouais au hockey sur glace et j'étais passionné des sports de glace. Donc quand on vit au milieu de cette aventure olympique, c'est vrai qu'on prend une piqûre d'amour. C'est vraiment des métiers passionnants, je vous l'ai déjà dit. Et puis après, avec au fil des rencontres, au fil des expériences, on grandit avec tout ça pour finir en responsabilité des pistes olympiques, ce qui est quand même une sacrée fierté. Oui. Ouais, parce que après, il y a eu évidemment Méribel, il y a eu la station de Vaujany et la patinoire de Vaujany que vous avez contribué à créer. Exactement. En fait, tout mon parcours professionnel, il y a ce fil rouge qui est ce fil de glace, ce fil des patinoires. J'ai commencé aussi, je peux pas ne pas le citer, avec un maître qui m'a tout appris, qui est Didier Barrios, qui est sur Courchevel, où j'ai travaillé 10 ans à ses côtés. C'est ce qui m'a permis de devenir aujourd'hui ce que je suis. Et d'ailleurs, j'ai la chance, puisqu'il m'accompagne dans ces aventures olympiques. On part jamais vraiment seul. Oui, c'est votre acolyte. Exactement. Parce que vous êtes devenu maître glacier. Alors, il faut nous expliquer, c'est tout un art, paraît-il, de faire de la glace pour une patinoire. Vous avez été missionné donc pour l'aménagement des patinoires à Pékin. Vous avez formé sur place les équipes chinoises. Vous avez supervisé leur travail. On ne fait pas la même glace, par exemple, pour du short track que pour du patinage artistique. Racontez-moi. Alors c'est toute la particularité, notamment des Jeux Olympiques, puisque c'est un des rares sports qui va partager le même équipement pour deux disciplines différentes. Donc c'est ce qui est très passionnant, puisqu'on a une température de glace qui est complètement différente pour faire du patinage de short track, pour faire du patinage artistique. Au short track, on va avoir besoin d'une glace très rapide et très dure. Température de surface, moins 7 degrés. Donc très froide. Très froide. En principe, quand on fait de la glace que pour le short track, on va avoir une épaisseur de glace de 2 cm d'épaisseur, puisqu'on veut une réactivité d'installation très importante. Et pour le patinage artistique, on est un peu aux antipodes, puisqu'on a une glace qui est très chaude, si on peut parler de chaleur avec la glace. C'est étonnant, on a une glace qui est à peu près à moins 3,5 degrés, température de surface, avec une épaisseur qui avoisine les 5 cm. Et ça vient du fait que les patineurs, quand ils exécutent les figures, notamment les sauts, quand ils sautent
sautent, ils vont venir piquer la glace et il faut une épaisseur assez importante pour pas qu'ils viennent toucher le béton qu'il y a dessous, mais pour bien qu'ils soient uniquement sur la glace. Donc on a vraiment 2 glaces différentes sur le même équipement. Et ce qu'il faut savoir pour les Jeux Olympiques, c'est que les conditions de glace changent tous les jours, parce qu'on a un matin des entraînements de short track, un après-midi des compétitions de patinage, et le lendemain c'est l'inverse. Entraînement de patinage et compétition de short track. Donc tous les matins, tous les jours, il faut recommencer. Tous les jours, on recommence. Tous les jours, alors on ne change pas les épaisseurs, on ne change que la température de glace. Et je ne suis pas tout seul, il y a vraiment beaucoup de monde autour de tout ça et de grosses équipes, parce qu'on change aussi la configuration des protections et des tapis qui sont sur la piste. Les températures de glace, d'ailleurs, c'est avec des tout petits capteurs qui sont juste sous la glace, alors le plus près possible de la surface, c'est ça. Exactement. Alors on vient positionner des sondes sur des endroits très stratégiques, là où on est quasiment certain que les patineurs vont pas venir piquer pour pas toucher le matériel, mais effectivement, on vient insérer des capteurs qui viennent mesurer la température de la glace, à peu près à 2 cm de la surface, pour tout vous dire. Et puis ça nous permet d'avoir une analyse en temps réel, puisqu'on maintient cette température de glace tout au long des compétitions. En fait, l'objectif pour moi, c'est que la température soit la même pour le premier patineur et pour le dernier patineur lors d'une compétition. Ce qui n'est pas évident, parce que le public qui est présent, alors là, à Pékin, ça a été un peu plus limité, mais le public qui est présent réchauffe considérablement l'atmosphère. Complètement. C'est tous les enjeux. Donc, on ne met pas que des capteurs dans la glace. On a aussi des capteurs dans ces grandes arènes qui ont 2 ou 3 étages. On met des capteurs aux différents niveaux. Réchauffement. Exactement. On voit la température arriver. On voit très, très bien. D'ailleurs, on a des outils informatiques aujourd'hui qui sont extraordinaire. Je pense à mes maîtres qui m'ont appris le métier en 92. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas du tout les mêmes capteurs. Exactement, on faisait ça un petit peu au doigt. Mais c'est pour moi une grande chance d'avoir appris ça, puisque quand on a une panne de capteur ou quand on a des problèmes, on est capable aussi de s'adapter. Mais effectivement, quand on voit des salles qui se remplissent avec 15 ou 20 000 spectateurs, on voit les températures qui montent d'un coup et on sait qu'un quart d'heure après, ça arrive sur la glace. Donc ça nous permet d'anticiper et d'ajuster ces températures pour que finalement les conditions pour les athlètes, parce qu'on fait tout ça pour eux, soient la plus optimum possible. Et c'est important, parce que je crois que la température de la glace, ça se joue à quelques dixièmes de degrés. Alors, on travaille au dixième de degré près, ce qui est assez impressionnant. On travaille l'épaisseur au millimètre près, c'est-à-dire on fait vraiment attention que l'épaisseur soit la plus uniforme possible et que la température soit la plus uniforme possible. Voilà ce qu'on peut dire notamment par rapport à mon opération sur Pékin, c'est qu'on a travaillé aussi avec des nouvelles technologies, notamment avec des gaz comme le CO2, qui sont des gaz très vertueux pour l'écologie. Et c'est vrai que c'est important que ces données-là soient aussi intégrées dans des événements olympiques, parce que je pense que ça fait partie vraiment des enjeux de demain. Des gaz intéressants parce qu'en plus ils transportent très très rapidement le froid, c'est ça ? Exactement, ils transportent très rapidement le froid, et puis ce sont des gaz naturels, ce ne sont pas des gaz qui sont fabriqués comme le fréon, donc il y a beaucoup d'avantages à travailler avec ces gaz-là, mais ce sont des technologies qu'il faut maîtriser, et là c'est vrai qu'on peut vraiment saluer le travail qu'ont fait les équipes chinoises et les ingénieurs avec lesquels on a vraiment pu travailler avec très bonne collaboration, parce que notamment le CO2, c'est un gaz qui fonctionne à très haute pression, on travaille à 100-120 bars de pression, imaginez-vous dans le béton, donc il faut que l'installation soit bien sécurisée. Et là, ils ont fait un travail vraiment extraordinaire là-dessus. Donc c'est un métier dans lequel on innove aussi beaucoup, j'entends. Exactement. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'interactions. J'entendais tout à l'heure parler de développement et de numérisation. On est aussi dans nos métiers en plein là-dedans. Pour tout vous dire, quand je rentre à l'hôtel le soir, les températures, je les ai sur le smartphone en direct, et ça nous permet de contrôler tout ce qui se passe tout au long de la journée. C'est vraiment très important aujourd'hui. On voit une surfaceuse là au travail, alors on ne va pas rentrer dans le détail. Moi, j'ai appris qu'une surfaceuse, non seulement ça aplanissait, mais ça rabotait aussi la glace pour pas qu'elle soit trop épaisse. Alors oui, alors là ce qu'on voit, c'est des opérations de peinture de glace. Alors après il faut la peindre aussi. Voilà, on peint la glace, on vient mettre les logos, on vient insérer tout ça. Et donc après, c'est pas peint dessous, moi je pensais que c'était peint dessous la glace, mais non. Alors en fait non, on utilise des peintures aujourd'hui, pareil, écologiquement, qui nous permettent par rapport à des peintures, ce qu'on appelle des peintures de béton, des peintures de dalle, on utilise des peintures de glace qui permettent la conductivité du froid, ce qui permet d'améliorer les échanges thermiques, alors que quand on vient peindre le béton, on vient mettre un isolant finalement et on va consommer un peu plus d'énergie. Donc tous ces aspects-là ont vraiment été développés aujourd'hui. Donc c'est des méthodes qui viennent notamment de nos cousins canadiens. J'ai eu la chance d'apprendre avec mon ami Robert Boileau, je peux le citer ici, qui est un Québécois cher à mon cœur, avec lequel on travaille encore en collaboration. Et puis c'est vrai qu'on a des métiers qui sont des métiers de passion, parce qu'on travaille dans le froid et la glace. Comme j'ai joué au hockey sur glace, j'adore ce milieu-là, donc on a beaucoup de chance de participer à tout ça. Parler de métier, moi je parle d'expertise. J'ai lu qu'à l'oreille
le passage d'un patineur vous permet de savoir quelle est la qualité de la glace qui est sous ses patins. Hein. Bon, on va revenir aussi sur les sociétés que vous avez créées à Albertville, Session Pro et Aqua Ice. Aqua Ice en particulier, qui est une société d'animation et d'exploitation d'équipements publics autour de l'eau, de la glace et de l'air. Vous gérez plusieurs grands équipements, hein, notamment tout près de Grenoble à Uriage, la piscine, je crois. C'est ça. Alors, on a plusieurs équipements de sport et de loisirs. Et c'est vrai que ça nous paraissait indispensable d'être à la fois dans la partie prospective et puis je dirais, développement, mais en même temps d'utilisation et d'exploitation, parce que finalement, quand on prône des choses, c'est bien de pouvoir les tester en réel et de confirmer ou de contrôler ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas bien. Et c'est vrai que le fait d'être dans l'exploitation, on est aussi là quelque part dans l'humain, parce qu'en fait, on a des métiers qui sont vraiment au cœur de l'humain. Quand on part faire des Jeux Olympiques, c'est une aventure humaine, et quand on exploite un équipement sportif, c'est aussi une aventure humaine. Vous exploitez aussi la base loisir d'Orsières-Merlette, hein, dans les Hautes-Alpes, plusieurs patinoires extérieures, ou encore la base loisir du Cristal à Pralognan. Exactement, on a le centre entre autres du Cristal à Pralognan-Lavanoise, qui est une belle patinoire, parce que c'est une piste olympique qui date aussi des Jeux Olympiques de 92, cher à notre cœur, parce que j'ai joué au hockey aussi là-bas, donc forcément on a une attache particulière sur ces équipements-là. En créant ces entreprises, vous avez eu du nez évidemment, et vous avez anticipé finalement l'évolution normale de la diversification, notamment des stations de montagne, hein, c'est important. Complètement. Je pense que c'est la problématique déjà actuelle, malheureusement, j'ai envie de dire, liée au réchauffement climatique, mais très certainement la problématique de demain. Il va falloir se poser vraiment les bonnes questions. C'est pour ça que je vous parlais de la Chine qui fait des installations vraiment éco-durables, si on peut l'expliquer comme ça, mais ça me paraît indispensable. Et on travaille bien sûr avec d'autres acteurs français, mais sur des équipements de demain qui seront des équipements à énergie positive, parce que oui, c'est possible, et je pense que ça va devenir indispensable, et encore plus dans des milieux naturels comme la montagne. Enfin voilà, je suis un passionné, un amoureux de la montagne, et je pense que c'est indispensable qu'on puisse diversifier à la fois les activités pour les saisons d'hiver, mais aussi pour toute l'année, parce que on parlait de télétravail tout à l'heure, on est quand même mieux à travailler toute l'année à la montagne que de venir s'enfermer dans des embouteillages ou parisiens ou grenoblois. Voilà. Bon, et c'est important, du coup, vous avez créé Session Pro pour cette assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, pour les collectivités, pour les aider justement à réfléchir et à créer ces structures. Exactement. De tourisme et de loisirs. Exactement. On vient accompagner les collectivités qui sont quand même... Aujourd'hui, on a des collectivités qui ont envie d'investir sur ces équipements d'avenir. Et c'est vrai qu'on est très content quand ils font appel à nous et qu'ils nous font confiance pour ce développement-là, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire aujourd'hui sur le monde du sport en général, mais sur les équipements sportifs également. Rémi Boller, merci beaucoup d'être venu nous voir. Est-ce qu'on peut dire qu'une petite partie de la médaille d'or de Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis est à vous ? Oh, j'aurais pas cette prétention-là. J'ai beaucoup trop de respect pour eux, et on a vécu des moments extraordinaires. Ils ont été ça, j'imagine que c'était un moment magique. Vous étiez au bord de la glace, là. On est au bord de la glace. On les côtoie au quotidien, même si on fait beaucoup attention à respecter leur préparation, parce qu'ils ont eu énormément de stress. Et pression, hein. Ils ont un talent franchement incroyable, parce que pour moi, il y avait pas... Il y a un petit côté... Frenchy, forcément, mais il n'y avait pas débat entre eux et les autres sur cette discipline-là. Ils ont été vraiment extraordinaires. Et puis après, il faudrait les inviter. Je crois savoir qu'il y a un très beau gala de patinage qui se dessine à Grenoble avec la présence des champions olympiques. On a de la chance d'avoir des champions qui sont exceptionnels en France, vraiment, il faut vraiment le souligner. Et puis je pense que vous aurez l'occasion de les croiser, et n'hésitez pas à leur passer mon bonjour et puis à leur demander la qualité de la glace, mais je connais leur réponse. On n'y manquera pas. Alain, je le disais, des entreprises qui sont étroitement liées au savoir-faire, à l'expertise du chef d'entreprise. Effectivement, alors déjà, on connaît tous une patinoire, hein, et pour moi c'est une découverte, je trouve que c'est extraordinaire cette finesse d'approche. Et tout à l'heure, vous compariez par rapport à un grand chef. Et finalement, c'est un peu ça. Ce que vous portez, c'est le savoir-faire d'un grand chef. Et les grands chefs, souvent, on fait des disciples. Hein, on fait des écoles, on fait des disciples. Et c'est un peu cette filiation, j'imagine, que vous envisagez. Mais voilà, pour moi, c'est une très grande découverte et une très belle découverte. Vous avez très bien résumé la situation, c'est exactement ça. J'ai appris d'un grand chef, et je transmets déjà également à des jeunes qui me suivent au quotidien et qui apprennent et qui, j'espère, très bientôt prendront le flambeau. Voilà, exactement.
Merci beaucoup Rémi Bollert d'être venu nous raconter cette passion. Merci Alain Denisot. Merci Christophe. À très vite, on se retrouve le mois prochain. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir Alpes Décideurs sur internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.